placed under arrest on the charge of disorderly conduct. If you do not cooperate and accompany the arrest... Il y a les arrestations de la police de l'immigration comparées aux rafles de la Gestapo. Il y a aussi la tenue du patron de l'ICE, Grégory Bovino, accusé par ses opposants de s'habiller comme un officier SS. Il y a également eu, en janvier 2025, le très probable salut nazi d'Elon Musk en pleine investiture de Donald Trump. Au-delà des images, il y a les mots, des slogans comme « Make America White Again » ou « Les Juifs ne nous remplaceront pas ». C'est dans ce contexte que l'Express s'intéresse cette semaine à la montée du nazisme, notamment aux États-Unis, et même à la fin du tabou autour d'Hitler. On peut lire dans le dernier numéro du magazine « À l'heure où s'ouvre déjà la bataille pour la succession de Donald Trump, J.D. Vance est le premier à faire des clins d'œil au courant des nationalistes blancs. Derrière ce combat, en première ligne, se joue une autre guerre, celle des influenceurs du mouvement MAGA, qui oppose l'animateur de radio juive pro-Israël Ben Shapiro, 42 ans, et le podcasteur négationniste Nick Fuentes, 27 ans. Dépourvu de profondeur historique, Donald Trump aborde, pour sa part, l'époque hitlérienne avec un détachement invraisemblable pour un président américain. Une tendance aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, et particulièrement en Allemagne, comme l'écrivent les journalistes de l'Express. À la conférence de Potsdam, qui s'est tenue le 25 novembre 2023, à quelques kilomètres de la villa de Wannsee où avait été planifiée la solution finale en 1942, des cadres de l'AfD, Alternative für Deutschland, avaient élaboré un plan d'épuration ethnique avec des néo-nazis. L'AfD n'a eu aucun scrupule à aligner un candidat aux élections européennes qui relativise les crimes nazis. Et plus l'AfD se radicalise, plus elle progresse dans les urnes. Création d'une police de la remigration, retour du droit du sang, mise en place de milices de quartier, malgré un programme ultra-radical, l'AfD est aujourd'hui la première force d'opposition en Allemagne. Aux élections législatives de février 2025, le parti a doublé le nombre de ses députés au Bundestag. L'affaire est sérieuse, au point que les politologues n'hésitent plus à établir des parallèles avec la montée du nazisme dans les années 1930. Sous la République de Weimar, entre 1919 et 1933, les Allemands n'ont pas suffisamment pris conscience du danger que représentait le NSDAP, le parti d'Hitler. Le danger, c'est que nous répétons les mêmes erreurs, prévient un expert de l'extrême droite. Le mouvement défend, dans la lignée des nazis, le concept d'une communauté ethnique homogène. S'il arrive au pouvoir, le parti abolira les droits de l'homme et l'état de droit. Personne ne sera plus en sécurité, insiste-t-il. Une situation inquiétante, mais qui s'est installée très progressivement dans nos paysages politiques. Je suis Charlotte Baris et je vous propose de revenir sur ce qu'en disait l'Express il y a quelques années. Le titre est percutant, la une tout aussi surprenante. Hitler superstar, accompagné d'une caricature d'Adolf Hitler vêtu d'une tenue de meneur de revue. Nous sommes en août 1977 et l'Express s'intéresse alors aux nombreuses œuvres qui, cette année-là, semblent réhabiliter le dictateur. Hitler est à la mode. Hitler est une vedette de l'été 1977. Hitler Superstar, c'est le titre d'un opéra rock dont l'enregistrement sera prochainement mis en vente en Allemagne. Un film dont il est le héros remporte déjà un triomphe. 100 000 entrées par semaine. Un livre dont le héros est également Hitler, un volume énorme de 900 pages. L'auteur, David Irving, prétend y tracer enfin le portrait authentique de Hitler, faisant table rase de la légende maudite. Dans les pages de l'hebdomadaire, on s'interroge surtout sur ce film projeté en Allemagne. Sur les murs de Berlin, l'affiche du film est placardée « Hitler, une carrière ». On se demande quel est l'objectif du réalisateur, Joachim Fest, un historien, je cite, « au-dessus de tout soupçon », auteur d'une biographie très complète et objective du Führer. D'abord les documents utilisés, les films des actualités nazies. Riche matière, à condition de pratiquer à son endroit la critique historique, à condition de ne pas croire que toute image est réalité. Si l'on sait les regarder, les démonter pour découvrir le traitement que les services de propagande nazis ont fait subir à la réalité. Fest l'oublie. Il prend l'image pour vérité. On eût pu, bien sûr, commencer par montrer ces monceaux de paires de lunettes, ces accumulations de cheveux de femmes, ces abat-jours de peau humaine trouvés dans les camps d'extermination. Fest s'attarde sur les réalisations architecturales du régime, sur les sculptures nazies, sur les projets de dessinateurs et de visionnaires de Hitler. Hitler est présenté seulement comme un démagogue
dont l'activité politique se borne à prononcer des discours. Il y est un personnage historique presque banal. Un homme d'État populaire parce qu'il a tiré l'Allemagne du chômage, réuni le peuple allemand. À l'époque, l'ancien chancelier Willy Brandt s'inquiète et alerte sur les risques du retour de certaines attitudes nazies, alors que les Allemands entretiennent un rapport complexe avec cette partie de leur histoire. Les Allemands ont droit à leur histoire, toute leur histoire. Les générations en blue jean qui arpentent la Kurfürstendamm doivent et veulent savoir. Sans culpabilité et sans aveuglement. Fest leur donne un semblant d'histoire. Une fable qui ne s'adresse pas à des citoyens adultes, mais à des enfants. Une relation complexe à l'histoire qui sera au cœur du débat 15 ans plus tard. En décembre 1992, l'Allemagne fait un bilan inquiétant de son année. 17 meurtres racistes et près de 2000 attentats xénophobes depuis janvier. Car chaque week-end, partout en Allemagne, des foyers d'étrangers sont incendiés et les auteurs ne sont jamais arrêtés. Dans un bâtiment sont notamment logés 120 Vietnamiens, des travailleurs contractuels de l'ex-RDA qui vont être pris pour cible par des militants néo-nazis. Ces derniers parviennent à s'introduire dans le bâtiment, munis d'armes de poing. Pendant 5 jours, ce quartier de Rostock vit au rythme des slogans hostiles aux étrangers et des jets de projectiles. Cette haine anti-migrants est soutenue par une partie des riverains. La situation atteint un point critique lorsque les émeutiers incendient le bâtiment qui abrite les réfugiés vietnamiens. Le monde entier s'interroge publiquement sur les capacités de réaction et surtout la volonté de répression d'un État allemand qui n'avait pas montré tant d'hésitation à combattre en son temps la fraction armée rouge. Que de temps perdu en discours empesés de bonne conscience. Que de semaines gaspillées en dédramatisation coupable. Quand le gouvernement entonnait le refrain de « l'Allemagne qui a retenu les leçons de l'histoire », les nazillons célébraient leur succès nuit après nuit. Il aura fallu attendre plus d'1 an et une salve de réprobation à l'étranger pour que les autorités se réveillent. Le chancelier Helmut Kohl appelle alors à arrêter les responsables, la racaille d'extrême droite, des manifestations sont interdites et des enquêtes sont lancées. Retour à Weimar, pour la première fois depuis 40 ans, ce spectre hante la République fédérale. On assiste en ce moment, en Allemagne, à une dangereuse montée de la tolérance pour l'intolérance. Contrairement aux terroristes de la bande à Bader, les crânes rasés, à l'est comme à l'ouest, profitent du silence d'une partie de la population qui n'est pas raciste mais. Un Allemand sur 4, d'après un tout récent sondage, approuverait le slogan « Les étrangers dehors ». Police, justice, gouvernement, toutes les institutions sont pointées du doigt et le correspondant de l'Express en Allemagne de s'interroger. L'Allemagne peut-elle s'offrir le luxe de la mansuétude avec les héritiers autoproclamés du nazisme ? Une situation qui va favoriser la naissance, 10 ans plus tard, d'un parti d'extrême droite, la fameuse AfD. L'AfD est créée en 2013, d'abord pour s'opposer à l'euro. Mais alors qu'il menaçait de disparaître, le parti va se nourrir de l'opposition à la politique d'accueil des migrants d'Angela Merkel. Sur ces pancartes en arabe, on peut lire « Merci, Angela Merkel ». Merci à votre pays, merci pour l'aide que vous donnez à notre peuple. 1000 fois merci. Des dizaines de trains spéciaux se succèdent à Francfort, Munich et un peu partout en Allemagne. Présent au Bundestag dans les 16 parlements régionaux, l'AfD bouleverse la vie politique, notamment dans les régions de l'ancienne RDA, où le parti xénophobe arrive en 2e position avec des scores élevés. 27,5% en Saxe, 23,5% en Thuringe et dans le Brandebourg, en septembre et en octobre. L'ex-Allemagne de l'Est, où aucun travail de mémoire sur le nazisme et l'antisémitisme n'a jamais été accompli, est d'autant plus perméable à l'AfD qui persiste une nostalgie pour un État autoritaire avec des frontières hermétiques. Il ne s'agit pas seulement d'un vote de protestation, 2/3 des électeurs de l'AfD à l'Est partagent cette idéologie fasciste. En 2020, l'Alternative für Deutschland est donc un parti installé et dont le discours s'est plus que radicalisé. Björn Höcke, patron de l'AfD, dénonce par exemple la création d'un mémorial des victimes de la Shoah près de la porte de Brandebourg, au cœur de Berlin. Il minimise aussi la responsabilité du Troisième Reich dans la Seconde Guerre mondiale. Sous la coupole du Parlement, le secrétaire général du Parti chrétien-démocrate pesait chaque mot en évoquant la personnalité de Björn Höcke. Pourquoi est-ce que je qualifie M. Höcke de nazi ? C'est très simple,
parce que de toute évidence, c'en est un. Et ici, vous le savez tous. Applaudissements nourris dans l'hémicycle, sauf parmi les 89 députés sur 709 de l'AfD, premier parti d'opposition au Parlement depuis que l'extrême droite y a fait son entrée en 2017. Parler de nazisme à Berlin n'est jamais anodin. L'aile identitaire prend alors progressivement le dessus sur la ligne du parti, jusqu'à le transformer aujourd'hui en l'un des plus radicaux d'Europe. Tous les derniers articles de l'Express sur le retour inquiétant du nazisme sont donc à lire dans notre grand dossier, disponible en kiosque et sur le site l'express.fr. Vous pourrez aussi retrouver dans ce numéro une interview de l'historienne Françoise Thom sur les liens entre Jeffrey Epstein et la Russie, ainsi qu'une enquête sur les ingérences dans les élections municipales à venir. Merci à Anne Marion, notre documentaliste, pour ses recherches. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. Pour ne rien rater, pensez, chers auditeurs, à vous abonner à l'Express Podcast et je vous retrouve la semaine prochaine pour plonger à nouveau dans les archives de l'Express.